Nous commençons cette étude exhaustive par l'avant-propos et le résumé général de la théorie du vide structuré, ou TVS. L'objectif de ce travail n'est pas de remplacer les théories classiques, mais de proposer un cadre effectif exploratoire pour le vide actif. L'hypothèse centrale est que le vide n'est pas une absence de matière, mais un substrat physique dynamique doté d'une structure propre. Dans cette approche, nous distinguons l'espace géométrique du vide physique. L'espace contient, tandis que le vide est le contenu réel. Ce contenu physique est nommé bulk structuré. Il possède un état local changeant, influençant tout ce qui s'y trouve. L'état local du bulk est représenté par le champ fondamental état. Il mesure la contrainte ou la résistance potentielle du substrat. Le champ état peut être interprété comme une mesure de disponibilité dynamique. Plus état est élevé, plus le vide est tendu. Lorsque la matière est présente, elle modifie localement ce champ. Cette modification produit une réorganisation profonde du bulk structuré. La disponibilité du bulk est définie par l'inverse de état. Ainsi, une tension élevée réduit les ressources dynamiques disponibles localement. Imaginez un fluide. Plus il est contraint, moins il offre de liberté de mouvement. C'est l'essence de la disponibilité dans le bulk. La résistance effective du vide est appelée Ch. Elle est proportionnelle au champ état par un coefficient de couplage nommé K. Attention, le Ch n'est pas la gravité elle-même. C'est une grandeur dérivée, représentant la difficulté à mouvoir une charge. La gravité effective est reformulée comme un effet de gradient du champ état. Elle naît de la pente de la contrainte locale. Cette distinction est un pilier du modèle consolidé. Elle sépare clairement la pente gravitationnelle de la résistance du milieu. La dynamique d'un corps est ainsi régie par une force composée, incluant un terme gravitationnel et un terme dissipatif. Le second terme de l'équation représente l'effet de traînée, dépendant directement de l'état local du bulk environnant. Le modèle introduit ensuite une extension cruciale, la TVS-PVSP, axée sur la perception physique et instrumentale. Cette extension décrit comment les grandeurs fondamentales sont perçues, mesurées et interprétées par nos systèmes physiques. La mesure n'est pas une lecture directe du réel, elle dépend de la réponse effective du dispositif de mesure dans son milieu. Ce facteur PRSF représente la réponse de perception instrumentale. Il filtre notre accès aux grandeurs fondamentales du bulk. Cette distinction est fondamentale pour la question du temps. Nous devons séparer le temps intrinsèque de sa mesure physique. Le temps intrinsèque est considéré comme invariant. Il constitue la trame de fond immuable de notre univers structuré. Le temps mesuré, lui, dépend des processus physiques utilisés. Il est modifié par l'état local du bulk où se trouve l'horloge. Le manuscrit introduit ensuite l'effet d'Ennis. Il décrit une mémoire lente du bulk sous une contrainte persistante. C'est un phénomène de saturation où l'histoire du système influence sa réponse présente. Le bulk garde une trace de son passé. L'effet Carmen concerne la propagation des ondes et des signaux. C'est le sillage laissé par les charges en mouvement. La propagation n'est plus rectiligne et simple. Elle interagit avec la structure intime et dynamique du milieu traversé. La loi de Shuhu organise les relations entre la résistance et les seuils de changement de régime dans le bulk. Elle décrit comment le vide peut passer d'un état fluide à un état saturé, changeant radicalement ses propriétés physiques. L'effet CP ou Casilda-Pacheco est une hypothèse spéculative de correction spectrale au sein du modèle. Il permet de réajuster notre lecture des fréquences en fonction des distorsions induites par la structure locale du vide. L'antisaturation décrit les régimes extrêmes où la disponibilité du bulk devient si faible qu'elle frôle la rupture. C'est la limite ultime du modèle, où le substrat ne peut plus absorber de nouvelles modifications sans changer de nature. Le modèle peut être appliqué à de nombreux domaines, de la gravité locale à l'instrumentation de précision. Il influence notre compréhension de la métrologie et de la propagation des signaux dans les environnements complexes. La TVS s'applique également au plasma et aux régimes extrêmes rencontrés aux abords des trous noirs. Cette chaîne résume la logique du modèle, de l'état fondamental du bulk jusqu'à la grandeur observée par l'homme. Chaque maillon est essentiel pour comprendre comment notre réalité physique émerge de la structure invisible du vide. Le statut actuel de la TVS-PVSP reste exploratoire, mais sa structure théorique est désormais stable et robuste. Son intérêt dépendra de sa capacité à produire des prédictions quantitatives distinctes de la physique standard. Des protocoles expérimentaux devront être proposés pour tester la validité de ces hypothèses novatrices. Nous avons posé le problème. Le chapitre 1 nous attend pour explorer les motivations profondes de cette révolution. Ceci conclut notre présentation de l'avant-propos. Merci de votre attention pour cette étude académique.
Bienvenue dans cette présentation monumentale du chapitre 1 du Grand Traité. Nous allons explorer en détail chaque fondement de la théorie du vide structuré. La physique moderne est d'une précision inouïe. Pourtant, des questions fondamentales sur la nature du vide et de la gravitation restent sans réponse intuitive. Quelle est la nature physique du vide? Est-il seulement une absence de matière? L'espace et le vide sont-ils réellement identiques? La gravité est-elle seulement une courbure géométrique? Les instruments mesurent-ils directement le réel? La gravité doit-elle être comprise uniquement comme une courbure? Le temps se dilate-t-il réellement? Ou bien les processus de mesure sont-ils modifiés? Le premier fondement est la distinction entre l'espace, compris comme le contenant géométrique des phénomènes. Cette distinction est le socle de la TVS. L'espace n'est pas le vide. Le vide est le bulk, un contenu physique actif qui possède sa propre dynamique locale. Pour modéliser cet état local du bulk, nous introduisons le champ état. Il représente une mesure de contrainte, de disponibilité ou de résistance du vide. Et le vide, envisagé comme un contenu physique actif présent dans cet espace. C'est ce que nous appelons le bulk. La gravité effective émerge de la variation spatiale de l'état du bulk. Elle n'est pas une force directe, mais un effet de gradient. Il ne faut pas confondre le shu, la résistance locale, avec la gravité. L'un dépend de la valeur de état, l'autre de sa variation spatiale. On distingue aussi l'effet dissipatif ou dynamique mu. Chaque variable état, shu et mu, décrit un aspect précis et indispensable du substrat. État, shu, mu et g sont des aspects liés mais distincts. Cette précision évite de confondre la gravité avec une simple résistance. On distingue alors le shu, ou résistance effective du vide, qui dépend de la valeur locale absolue de état. Il est distinct de l'effet gravitationnel. Le postulat central est que la grandeur réelle diffère de la grandeur mesurée. Toute mesure dépend de facteurs extrinsèques au phénomène. Cette chaîne exprime le passage de l'état du bulk à la résistance, puis à la réponse de perception, pour aboutir à la mesure finale. On introduit presse F, la réponse effective de perception, qui fait le lien indispensable entre la réalité et le résultat expérimental. Une mesure dépend du dispositif utilisé et du processus physique mis en œuvre pour capturer l'information. Elle dépend aussi de l'état local du bulk et de la réponse dynamique propre à l'instrument de mesure. Cette chaîne exprime le passage de l'état du bulk à la résistance, puis à la réponse de perception, pour aboutir à la mesure finale. Dans ce cadre, le temps intrinsèque est posé comme invariant. Il est le socle immuable sur lequel repose la réalité. Mais le temps mesuré dépend des processus physiques. Une horloge atomique est affectée par la résistance et l'état du bulk environnant. Mais le temps mesuré dépend des processus physiques. Une horloge atomique est affectée par la résistance et l'état du bulk environnant. Le décalage temporel observé n'est pas une modification du temps lui-même, mais une modification des processus servant à le mesurer. L'effet Dennis décrit la mémoire du bulk. Le vide conserve une trace dynamique de son histoire et des contraintes qu'il a subies par le passé. L'effet Carmen suggère que la propagation d'un signal dépend de l'état local ou cumulé du bulk structuré qu'il traverse. La loi de Shuhu introduit des seuils critiques marquant des transitions de régime physique réel dans la structure du vide. L'effet CP propose des corrections spectrales additionnelles, une hypothèse à manipuler avec une grande prudence scientifique. L'antisaturation décrit les régimes extrêmes, comme les horizons, où la disponibilité du bulk devient critique ou presque nulle. Les domaines d'application sont concrets, de l'étude fine de la gravité locale à la synchronisation des horloges atomiques. Dans les plasmas, ces effets collectifs deviennent dominants, impliquant directement la mémoire du milieu et la commande K. Même les trous noirs sont réinterprétés comme des frontières de régime, évitant ainsi les singularités mathématiques trop fortes. Le modèle classe ces propositions, des définitions posées aux hypothèses d'interprétation pour assurer la crédibilité du manuscrit. On distingue ensuite les conséquences logiques et les extensions plus spéculatives, comme les effets de mémoire à grande échelle. Ce manuscrit poursuit 4 objectifs. Organiser la TVS, distinguer le fondamental de l'observationnel, fixer un vocabulaire stable et préparer des prédictions testables. Le but ultime est scientifique. Aboutir à un cadre capable de générer des prédictions testables différents de la physique standard. Ce premier chapitre pose les jalons. Le chapitre suivant développera le concept de vide comme bulk structuré, socle de toute la théorie. Nous avons posé le socle de la TVS. L'espace n'est pas le vide et notre perception est le pont vers ce substrat actif. Merci de votre attention. Bienvenue dans cette étude exhaustive du chapitre 2.
Nous posons ici le premier fondement de la TVS, la redéfinition du vide. Dans le langage courant et la physique classique, le vide est perçu comme une absence. Absence de matière, d'air ou d'objet. Un néant absolu. Pourtant, la physique moderne reconnaît déjà que le vide possède des propriétés associées à des champs et des fluctuations d'énergie de fond. La TVS prolonge cette intuition en formulant un cadre propre. Le vide est un substrat physique actif appelé bulk structuré. La première distinction fondamentale de la TVS réside dans l'équation. Espace n'est pas égal à vide. Ce sont deux entités distinctes. L'espace est le contenant géométrique, le cadre dans lequel les phénomènes sont localisés. Position, distance, direction et volume. Le vide, lui, est le contenu physique présent dans cet espace. C'est un contenu actif, non réduit à une simple absence. Même lorsqu'aucune matière n'est présente, une région contient un état du bulk. Le vide est une structure dynamique. Ce bulk structuré possède 5 caractéristiques. Une structure interne, une disponibilité, une contrainte et une capacité de propagation. Enfin, il possède une réponse dynamique. Il réagit et évolue selon les conditions auxquelles il est soumis. Le bulk structuré n'est ni une matière ordinaire ni un fluide classique. C'est un milieu effectif représentant l'état physique du vide. Il est actif car il participe au phénomène. Sa structure peut varier localement et il évolue dans le temps de manière dynamique. Il est couplé à la matière. La présence de masse ou d'énergie modifie localement son état. C'est une interaction fondamentale. Pour rendre cette idée opérationnelle, la TVS introduit le champ fondamental état, qui représente l'état local du bulk. Ce champ état est une variable d'état. Il peut être interprété comme une contrainte, une résistance ou une viscosité effective du vide. La disponibilité du bulk, notée phi, est inversement proportionnelle à état. C'est une relation de balance cruciale. Lorsque état augmente, le bulk est plus contraint et moins disponible. Les processus y rencontrent plus de résistance. Inversement, si état diminue, le bulk est plus libre ou plus disponible. C'est un état de moindre contrainte. La matière ne se contente pas d'occuper l'espace. Elle agit comme une source pour le champ état, modifiant son état local. Cette relation apparaît dans l'équation de champ. L'état du bulk dépend de sa dynamique interne et de la présence de matière. La TVS propose une origine effective à la gravité. Elle n'est pas une force directe, mais la conséquence d'un gradient de état. C'est la variation spatiale du champ, son gradient, qui produit l'effet gravitationnel. C'est une nuance fondamentale. Une région peut avoir un état élevé, mais uniforme sans produire de gravité. Seule la variation rapide génère l'attraction. À partir de état, nous définissons la résistance du vide, appelée chu. Elle représente l'inertie propre du substrat. Il ne faut pas confondre chu et gravité. Le chu est une propriété locale, tandis que la gravité exprime une variation de cet état. La résistance locale affecte tous les processus, oscillation, horloge, mouvement et même la propagation des signaux. Cette influence est représentée par une chaîne où le bulk devient le support d'interprétation des modifications physiques. Le bulk n'est pas composé de particules classiques. C'est un substrat dont l'état est décrit par un champ, non par une mécanique simple. On parle de viscosité du vide, mais c'est une analogie pour décrire la résistance au changement, une viscosité effective. La TVS définit des régimes. Dans le régime disponible, les processus évoluent de manière proche du comportement standard. Au seuil critique, le régime change. Des effets non linéaires, de mémoire ou de résistance renforcée apparaissent. Dans le régime saturé, la disponibilité s'effondre vers zéro. Les processus physiques y sont radicalement modifiés. Cette classification relie la TVS au trou noir, au plasma et au système soumis à des contraintes extrêmes. La version consolidée conserve les intuitions de la TVS passée, mais les organise en niveaux distincts et cohérents. Cette séparation évite de confondre l'état du bulk avec la gravité ou la mesure. Le modèle gagne en cohérence. Le vide n'est plus un arrière-plan, mais un acteur physique. La matière modifie son état et la gravité en découle. Des points restent à préciser, notamment les unités physiques de ces nouveaux champs pour stabiliser les dimensions. Ce chapitre pose le premier fondement. Le vide est un contenu physique actif, distingué de l'espace géométrique. Le chapitre suivant développera précisément le rôle du champ état et ses interprétations dans l'architecture globale. Bienvenue dans cette session magistrale consacrée au chapitre 3 de notre grand traité. Après avoir établi les bases du bulk structuré, nous franchissons une étape cruciale, l'introduction de la grandeur physique permettant de décrire son état local. Dans la théorie du vide structuré, cette grandeur est le champ fondamental état. C'est la variable centrale qui nous permet de passer d'une intuition qualitative à une formulation mathématique rigoureuse.
Le rôle de état est de représenter l'état local du bulk en chaque point de l'espace et à chaque instant. Il est impératif de comprendre que état ne désigne pas directement une force, ni une énergie, ni une matière ordinaire au sens classique. Il s'agit avant tout d'une variable d'état, une mesure de la condition intrinsèque du substrat spatial lui-même avant toute interaction. En physique, un champ permet de décrire une grandeur répartie dans l'espace et le temps. Tout comme un champ de température décrit la chaleur en chaque point, ou un champ électromagnétique décrit l'état électrique de l'espace, état décrit l'état du vide structuré. Son intérêt est triple: donner une valeur locale au bulk, étudier ses variations spatiales et suivre son évolution temporelle. La définition générale de état représente la manière dont le vide est localement contraint ou disponible. Plus la valeur de état est élevée, plus le bulk est considéré comme étant dans un état de contrainte. À l'inverse, plus état est faible, plus le bulk est dit disponible. Cette distinction est fondamentale pour comprendre comment le vide réagit à la présence de phénomènes physiques. Nous introduisons ici la grandeur phi, la disponibilité du bulk, définie par la relation inverse phi égale 1 sur état. Cette définition mathématique exprime que contrainte et disponibilité sont les deux faces d'une même pièce. Lorsque la contrainte état augmente, la capacité du bulk à rester disponible pour les processus physiques diminue proportionnellement. Ce sont deux lectures complémentaires du même état. Comment état est-il influencé? La matière agit comme une source. Dans une première approximation, état est proportionnel à la densité de matière ou d'énergie RHO. Cela signifie qu'une région de l'espace riche en matière impose mécaniquement une contrainte plus forte au bulk. Cependant, cette relation peut dépendre de la distance, de la durée, de la géométrie et même de l'histoire du système. L'un des éléments les plus révolutionnaires de la TVS est que la gravité effective est définie par le gradient de état. La gravité n'est pas liée à la valeur locale de la contrainte, mais à sa variation dans l'espace. Un bulk uniformément contraint ne produit pas de gravité. C'est seulement là où état varie fortement qu'une accélération gravitationnelle importante apparaît, pointant vers les zones de plus haute contrainte. Pour modéliser l'évolution du champ, nous utilisons une équation effective complexe. Elle comprend un terme d'évolution dynamique du second ordre, une tendance interne du bulk à revenir vers un état stable et un terme de diffusion décrivant la propagation spatiale de l'état du vide. Enfin, le terme gamma-rho représente l'influence constante de la source matérielle sur la structure du champ. Pour garantir la stabilité du modèle, nous introduisons un potentiel stabilisant V de état. Il se compose d'un terme quadratique qui fixe l'échelle caractéristique du champ et d'un terme quartique crucial. Ce dernier empêche le champ de croître sans limite, stabilisant ainsi les régions où la contrainte est extrême. C'est ce mécanisme qui maintient la cohérence structurelle du vide sous forte pression. Le CHU, ou résistance du vide, est directement proportionnel à état. Il n'est pas une grandeur indépendante, mais une propriété dérivée. De même, la dissipation mu est liée au gradient du champ. Cette chaîne fondamentale nous mène jusqu'à la mesure physique. La valeur mesurée d'une fréquence ou d'un temps peut dépendre de l'état local du bulk, influençant ainsi notre perception même des phénomènes. Un point subtil mais central du document est le cas du champ uniforme. Si état est constant, son gradient est nul et il n'y a pas de gravité effective. Pourtant, la résistance du vide, le CHU, reste non nulle. Cela signifie qu'un bulk peut opposer une résistance sans pour autant générer d'accélération gravitationnelle, une distinction capitale pour nos futures expériences. Pour les plus rigoureux, le document propose une solution mathématique en régime stationnaire. Le champ est à décroît avec la distance selon une loi en 1 sur R, pondérée par une exponentielle liée à la longueur caractéristique du champ. C'est ce formalisme précis qui permet à la TVS de se connecter physiquement à la constante de gravitation de Newton. Enfin, l'honnêteté scientifique nous impose de reconnaître les limites actuelles. Le principal défi reste dimensionnel. L'unité précise de état reste à stabiliser. Qu'il soit sans dimension, relié à une densité ou à une correction métrique, ce choix aura des conséquences sur toutes les autres grandeurs du modèle. C'est une limite assumée qui renforce la crédibilité de notre manuscrit. En conclusion, le champ état constitue le cœur de la TVS consolidée. En représentant la contrainte, la disponibilité et la source de la gravité, il est la variable d'état fondamentale du bulk. Nous avons maintenant épuisé le contenu de ce chapitre, ouvrant la voie à l'étude détaillée du CHU et de la dissipation dans nos prochaines sessions. Le grand traité de la théorie du vide symbiotique.
Chapitre 4. Une exploration exhaustive de la résistance effective du vide structuré et de la dissipation dynamique. Bienvenue dans cette étude ultra-monumentale. Aujourd'hui, nous plongeons dans le CHU, cette grandeur qui définit comment le vide lui-même s'oppose au processus physique. Imaginez le vide non pas comme un néant, mais comme un milieu possédant une consistance. Le CHU est la mesure de cette consistance, de cette résistance effective. Mathématiquement, le CHU, noté S, est défini comme le produit de l'état local du bulk, état, par un coefficient de couplage K, S égale K état. L'état du bulk est plus fondamental que sa résistance. C'est l'état qui engendre la résistance, et non l'inverse. La chaîne de causalité est unidirectionnelle. Il est primordial de ne pas confondre état et CHU. Si état représente l'état local du bulk, le CHU est sa manifestation résistive. L'un est la structure, l'autre est la contrainte. Distinguons maintenant le CHU de la gravité. Le CHU est comme l'épaisseur d'un brouillard. Il vous ralentit partout où vous êtes, sans forcément vous attirer vers un point précis. La gravité est le gradient du champ, sa pente. Le CHU, lui, est sa valeur locale, son niveau. On peut avoir une forte résistance sans aucune gravité. Dans un bulk uniforme, la pente est nulle, donc la gravité est nulle. Pourtant, si le milieu est dense, la résistance CHU est maximale. C'est un concept révolutionnaire. Cela signifie que l'absence de force gravitationnelle ne signifie pas l'absence de structure du vide. Le vide peut être structuré mais parfaitement équilibré. Si le champ est avari dans l'espace, une gravité effective apparaît. Ici, les variations du CHU sont directement liées à l'apparition de la force de gravité. On peut alors exprimer la gravité à partir du gradient du CHU. La force qui nous attire est liée à la variation spatiale de la résistance du vide. À partir du CHU, la TVS introduit une grandeur dissipative, mu. Elle décrit comment la résistance du bulk influence les processus en évolution. Mu n'est pas une viscosité classique, mais un coefficient effectif décrivant l'action résistive du bulk sur les mouvements et les transitions. Un corps en mouvement subit une force composée de deux termes, l'un conservatif, lié au gradient, et l'autre dissipatif, lié à la résistance effective. Le signe négatif du second terme indique que cette force s'oppose systématiquement au mouvement. C'est le freinage fondamental du bulk. Cette résistance affecte tout, y compris les horloges les plus précises. Aucun processus physique n'est totalement isolé de cette interaction avec le bulk. Le CHU ne ralentit pas le temps intrinsèque, qui reste invariant. Il ralentit les processus physiques que nous utilisons pour mesurer ce temps. Le temps mesuré est une fonction de l'état du bulk. Si le CHU augmente, votre horloge ralentit, vous donnant l'illusion d'une dilatation temporelle. C'est le cœur de la TVS, PVS. Nos grandeurs observées dépendent de la réponse effective du système de mesure influencé par le bulk. Un même phénomène réel pourrait être mesuré différemment selon l'état du vide local. La mesure elle-même est un processus physique soumis au CHU. Le CHU influence aussi la propagation. Une augmentation de la résistance provoque un retard, une dispersion et une perte de cohérence des signaux. On peut imaginer un indice de réfraction effective du vide, N de TVS, qui serait une fonction directe du CHU local. La loi de Shuhu organise ces transitions. Elle définit des seuils critiques, notés SC, où le comportement du vide change radicalement. Au-delà du seuil critique, le bulk devient fortement contraint. C'est le régime saturé où les processus physiques sont significativement modifiés. Lorsque le champ est à approche d'un seuil critique, le CHU subit une transition de phase. C'est ici que la linéarité s'efface au profit de la saturation extrême. L'antisaturation n'est pas un infini, mais un changement de régime vers des milieux ultra contraints, comme les horizons des trous noirs. Dans les plasmas, la commande K est une stratégie d'adaptation. Elle permet de stabiliser le système en répondant aux variations de résistance du milieu. Un processus demande une énergie différente selon l'état du bulk. Le CHU impose une correction énergétique à toute action physique. Le CHU intervient dans 4 canaux majeurs: la structure statique, la dissipation dynamique, la propagation des ondes et la mémoire historique du vide. Dans le canal mémoire, le CHU peut s'accumuler, dépendant de l'historique des contraintes subies par le bulk local. Le vide a une mémoire. Le canal de propagation est particulièrement sensible. Une augmentation du CHU peut créer un retard de signal, une modulation imprévue, voire une perte totale de cohérence. Cette vision s'inscrit dans la continuité de la TVS passée, l'intuition fondamentale que le vide n'est pas passif, mais qu'il résiste activement. Le CHU attend ses preuves expérimentales. Il faudra définir son unité et identifier les observables capables de distinguer un effet CHU
d'un effet standard. Le CHU nous apprend que le vide est un acteur de la physique, un milieu dont la résistance sculpte notre réalité, notre temps et notre énergie. Dans le prochain épisode, nous explorerons comment la gravité émerge des pentes du bulk. Merci de votre fidélité au Grand Traité. Bienvenue Denis. Nous ouvrons aujourd'hui le 5e chapitre de notre Grand Traité, une pierre angulaire de la TVS consolidée, la compréhension de la gravité non comme une force isolée, mais comme un gradient du bulk. Pour comprendre la gravité, il faut revenir au champ fondamental état. Il représente l'état local du bulk. De cet état, nous dérivons deux grandeurs, la disponibilité phi et la résistance effective, le CHU. Analogie. Imaginez le bulk comme un milieu plus ou moins dense. Phi est la liberté de mouvement, tandis que le CHU est la friction interne du milieu. Ces deux valeurs dépendent de l'état local ETA. La matière n'est pas passive. Elle agit comme une source du champ état. Une région contenant de la matière modifie structurellement l'état du fluide environnant, créant une zone de contrainte locale. Voici la chaîne causale rigoureuse. La présence de matière altère le bulk. Cette altération crée une variation spatiale du champ état, et c'est cette variation, ce gradient, qui produit l'accélération gravitationnelle. L'équation centrale de ce chapitre définit G effectif comme le produit négatif d'un coefficient de couplage kappa et du gradient de état. Le signe négatif est crucial, l'accélération est dirigée vers les régions de plus forte contrainte. C'est une analogie forte avec les lois classiques. La gravité dérive ici d'un gradient de l'état du vide. Ce n'est plus une force mystérieuse à distance, mais une réponse mécanique à la structure spatiale du milieu. Distinction capitale. Une région peut avoir un état de vide structuré sans pour autant produire de gravité. Si le champ état est uniforme, son gradient est nul et l'accélération disparaît, même si la résistance CHU demeure. Conséquence, la gravité dépend de la variation de l'état du bulk, pas de sa valeur absolue. Vous pouvez être dans un milieu très résistant. Si cette résistance est égale partout, vous ne subissez aucune poussée gravitationnelle. Pour un corps physique, la force subie est proportionnelle à sa masse. Dans notre formulation, la masse joue le rôle de facteur de réponse à l'accélération imposée par le bulk. L'objet suit simplement la pente du milieu. Mais la TVS va plus loin en ajoutant un terme dissipatif. À l'effet gravitationnel directionnel s'ajoute une résistance dynamique, notée μ, qui dépend de la vitesse du corps et de l'état local du bulk. Cette équation sépare deux phénomènes. La gravité donne la direction de l'accélération, tandis que la dissipation modifie l'évolution du mouvement. Ils ont la même origine, le bulk, mais des fonctions distinctes. On peut alors relier la gravité au gradient du CHU. La gravité est proportionnelle à la variation de la résistance locale. Plus la résistance change brusquement dans l'espace, plus la force gravitationnelle est intense. Autour d'une masse sphérique, le champ état diminue avec la distance. Le gradient pointe alors radialement vers le centre. C'est ici que nous retrouvons mathématiquement la forme de l'attraction classique. En supposant que état se comporte comme 1R, nous retrouvons exactement la loi en 1 de Newton. La TVS n'invalide pas le passé, elle en explique l'origine mécanique par la structure du fluide vide. Une conséquence monumentale concerne le temps. En TVS, le temps intrinsèque est invariant, mais le temps mesuré est affecté par l'état local du bulk. Les horloges ralentissent car leurs processus internes subissent la contrainte du milieu. Cela change notre rapport à la mesure. Nous devons distinguer l'effet réel du champ de la réponse de l'instrument de mesure lui-même, car l'instrument est également plongé dans cet état particulier du bulk. Considérons le centre d'un cube de masse identique. Par symétrie, la gravité s'y annule. Pourtant, l'état du bulk y est fortement structuré. C'est une piste expérimentale majeure pour prouver la TVS au-delà du modèle newtonien. Même sans accélération nette, il peut subsister des dérivées secondes, une structure fine du vide appelée invariant structurel IE. Ces variations de second ordre pourraient être détectées par des horloges ultra précises ou des oscillateurs. Ajoutons l'effet Denis. La dimension historique. Si le bulk possède une mémoire, comme un sablier qui s'encrasse ou des engrenages liés par l'histoire, l'état gravitationnel dépend aussi des contraintes passées. Le système conserve une trace de sa saturation lente. Enfin, la gravité TVS influence la propagation. Par l'intermédiaire de l'effet Carmen, le temps de parcours, la phase et la fréquence d'un signal sont modifiés le long du trajet en fonction de l'état du bulk traversé. Dans les régimes extrêmes, l'horizon n'est plus une singularité géométrique,
mais une frontière de régime où le bulk atteint un seuil de phase critique. C'est une interprétation alternative fascinante aux objets de la relativité générale. La TVS ne nie pas les succès de la relativité générale. Elle propose une lecture effective différente, capable de prédire des corrections mesurables là où le modèle classique reste muet. C'est là que réside sa puissance prédictive. Le chapitre soulève également des questions fondamentales sur les unités. Nous devons encore déterminer précisément l'unité du champ état et celle du couplage kappa, tout en vérifiant la cohérence dimensionnelle pour garantir une accélération en mètres par seconde carré. Nous avons ainsi posé la structure conceptuelle de la gravité TVS. La validation demande maintenant un travail mathématique et expérimental plus poussé. Merci Denis pour votre quête de compréhension du bulk. Enfin, il reste à définir comment état est produit par une distribution de matière donnée. Cela nécessite une équation de champ complète, ouvrant la voie à une comparaison quantitative avec les observations astronomiques connues. Bienvenue dans ce 6e chapitre du Grand Traité. Aujourd'hui, nous explorons un pilier fondamental, comment la théorie du vide substrat retrouve les lois de Newton. Le chapitre précédent a posé la relation centrale. La gravité effective provient du gradient du champ état, c'est-à-dire de la variation spatiale de l'état du bulk structuré. Pour qu'un tel modèle soit crédible, il doit pouvoir retrouver la gravité classique dans les situations où celle-ci est déjà parfaitement vérifiée, comme autour d'une masse isolée. La question est cruciale. Sous quelles conditions le champ du bulk état de R peut-il produire une accélération effective décroissant exactement comme l'inverse du carré de la distance? Rappelons la loi de Newton. Une masse ponctuelle m produit un champ gravitationnel radial dirigé vers elle, proportionnel à la masse et inversement proportionnel au carré du rayon. Cette accélération génère une force sur une masse test m. Pour que la TVS soit valide, notre G effectif doit prendre cette forme précise. Si la source est sphérique, le champ état est radial. Le gradient devient alors une simple dérivée par rapport au rayon. La gravité effective en dépend directement. Pour obtenir une accélération en 1 sur r carré, il faut impérativement que le champ état décroisse approximativement comme l'inverse de la distance. C'est la condition fondamentale de récupération. Pour justifier ce comportement, nous introduisons une équation effective du champ. En régime stationnaire, nous négligeons toute évolution temporelle. L'équation complète fait intervenir le potentiel V de état, la diffusion spatiale D et la source de matière gamma RO. Elle régit la dynamique du substrat. En stationnaire, elle devient purement spatiale. C'est ici que nous allons analyser comment la structure du vide s'équilibre autour de la matière. Dans un régime linéaire, nous approximons le potentiel par son terme quadratique. Cela simplifie la dérivée du potentiel en un terme de rappel m carré état. En absorbant les constantes, nous obtenons une équation de type Yukawa. Cette forme est célèbre en physique pour décrire des champs à portée finie. Considérons maintenant une masse ponctuelle, sa densité est représentée par une fonction de Dirac. Elle modifie localement l'état du bulk. L'équation décrit un équilibre entre la diffusion spatiale de l'état du vide et une tendance de rappel ou d'amortissement propre au substrat. La solution stationnaire est une fonction de Yukawa. Elle introduit une longueur caractéristique, L état, qui représente la portée effective de l'influence de la source. Cette longueur L état est définie par le rapport entre la diffusion et le rappel. Si L état est très grande, l'influence de la masse s'étend loin dans l'espace. Si la portée est immense devant la distance considérée, l'exponentielle reste proche de l'unité. La solution se simplifie alors radicalement. Dans cette limite, nous retrouvons exactement la forme en 1 sur R nécessaire pour produire une gravité de type newtonien. Le premier pont est jeté. Dans ce régime de courte distance, le gradient radial produit une accélération inversement proportionnelle au carré du rayon. C'est l'essence de Newton. En tenant compte de la direction attractive, on obtient une accélération de norme constante kappa gamma m sur 4 pi d r carré. La structure coïncide. Pour retrouver parfaitement Newton, nous devons imposer cette relation. G est égal à kappa gamma sur 4 pi d. C'est une découverte majeure de la TVS. Cela signifie que G n'est plus une constante première, mais une constante effective émergeant de 3 paramètres internes, les couplages matière et gradient et la diffusion du bulk. La gravitation newtonienne est donc un cas limite de la TVS. Elle n'est valide que lorsque la portée L état est très grande et les couplages stables. Lorsque la distance devient comparable à la portée, l'exponentielle ne peut plus être négligée. Le gradient contient alors une correction supplémentaire en 1 sur L état R. La longueur L état définit la portée du champ.
Si elle est finie, la gravité était modifiée à grande distance. Cela pourrait expliquer certaines observations à l'échelle galactique. Il existe un lien profond avec la disponibilité phi. Près d'une masse, état augmente et phi diminue. La présence de matière réduit localement la disponibilité du vide. Le CHU, ou résistance du vide, suit la même logique. La gravité est une réponse au gradient de résistance. Plus le vide résiste, plus la force effective est marquée. Dans des configurations symétriques, la force nette peut être nulle alors que le substrat est modifié. C'est ici que la TVS se distingue de la physique classique par ses tests locaux. Nous pouvons traiter kappa eta comme un potentiel. Mais attention, eta n'est pas qu'un outil mathématique. Il représente l'état physique réel du bulk. G est donc la réponse émergente du substrat à la matière. Dans des conditions extrêmes, sa valeur pourrait varier, ouvrant de nouvelles perspectives théoriques. Cette limite permet de formuler des prédictions, effet de mémoire, décalage d'horloge et correction à longue portée. L'effet mémoire est fascinant. Si état dépend aussi de l'historique M, deux configurations identiques à un instant T pourraient de produire des mesures différentes selon leur passé. Les horloges pourraient être sensibles à la valeur locale de état, même si le champ gravitationnel net est faible. C'est une piste majeure pour les prédictions testables. Cette validation face aux lois de Newton est essentielle. Elle prépare le terrain pour l'étude du temps invariant et des processus ralentis que nous verrons ensuite. Précisons toutefois que ce chapitre est une démonstration de compatibilité et non une preuve expérimentale. Plusieurs éléments, comme l'unité exacte de état, restent à préciser. Merci de votre attention. Fin de ce chapitre sur la limite newtonienne. Chapitre 7. Temps invariants et processus ralentis. Les chapitres précédents ont établi la structure de la TVS. Le vide est un bulk structuré décrit par un champ d'état état. Nous abordons ici la distinction entre le temps et les processus physiques. Dans la TVS-PVSP, le temps intrinsèque est posé comme une grandeur fondamentale et stable. Il n'est pas altéré directement par la gravité. On écrit T intrinsèque égale invariant. Le temps n'est pas une substance qui se contracte ou se dilate. Cette distinction est capitale. Une horloge ne mesure jamais le temps directement. Elle mesure un processus périodique, oscillation mécanique, vibration atomique ou transition quantique. Toute mesure dépend donc de la réponse de l'instrument à son milieu. La chaîne générale s'applique. L'état local du bulk induit une résistance CHU qui produit une réponse effective du mécanisme de l'horloge. Le temps mesuré dépend de la manière dont ce processus réagit à l'environnement local du bulk. On remplace ralentissement du temps par ralentissement des processus physiques. L'évolution d'un système est freinée si la résistance effective du bulk augmente. C'est un changement de rythme du système, pas du temps lui-même. Prenons une horloge mécanique. Son mouvement périodique est un processus physique soumis à l'état du bulk. Si la résistance dynamique augmente, le mécanisme subit un ralentissement effectif, allongeant la durée mesurée pour un même intervalle intrinsèque. Même une horloge atomique, basée sur une fréquence de transition, subit cette correction. Si la réponse effective liée au bulk diminue la fréquence observée, le processus d'horloge paraît ralenti sans que la transition elle-même soit arbitrairement modifiée. La gravité effective dépend du gradient de état, mais le ralentissement des processus peut dépendre de la valeur locale de état ou de CHU. Cette distinction permet de séparer l'accélération gravitationnelle du rythme des processus internes. Le potentiel phi TVS égal à kappa fois état peut être vu comme un potentiel gravitationnel effectif. La TVS établit un lien entre cet état du bulk et le temps mesuré via ce potentiel, retrouvant les corrections classiques liées au champ. En relativité générale, les différences de rythme sont des effets de géométrie. La TVS propose une autre lecture. C'est une modification du processus de mesure. Elle doit toutefois retrouver quantitativement les prédictions validées par l'expérience. Nous introduisons le facteur temporel θ. Si θ égale 1, la mesure est sans correction. S'il est supérieur à 1, le processus paraît ralenti. Cette formulation formalise la différence entre le temps intrinsèque et le temps mesuré. Dans un régime faible, on propose une approximation linéaire. La correction temporelle croît avec l'état de contrainte du bulk. Cette forme simplifiée permet de comparer facilement deux horloges placées dans des environnements différents. Dans la limite newtonienne, la différence de facteur θ entre deux points ressemble formellement aux corrections gravitationnelles classiques. Cela montre que la TVS peut reproduire les effets temporels connus si les coefficients sont ajustés. Le CHU local est directement relié au ralentissement effectif.
Plus on s'approche d'une masse, plus état et chou augmentent, et plus le processus paraît lent. Loin de la masse, le processus revient vers son régime de référence. La modification de la fréquence mesurée impacte l'énergie apparente associée. Cependant, la TVS introduit une correction de réponse mesurée et ne doit pas être interprétée comme une violation de la conservation de l'énergie réelle. L'effet se décompose en canaux. Le canal statique lié à l'état local, le canal dynamique lié à la dissipation, le canal de propagation et le canal mémoire. Le temps mesuré dépend de la somme de ces influences physiques. L'effet Dennis introduit une mémoire du bulk. Une horloge dépend non seulement de son présent, mais aussi de l'historique des contraintes subies. C'est une signature propre à la TVS, permettant de distinguer deux passés différents. L'effet Carmen concerne la propagation des signaux dans un bulk structuré. La synchronisation entre horloges distantes dépend de la vitesse effective de propagation, influencée par les variations de l'état du bulk sur le trajet. Pour les systèmes GNSS comme le GPS, les corrections sont reformulées. Un satellite et une horloge au sol ne sont pas dans le même état du bulk. La TVS doit retrouver les corrections connues tout en proposant cette nouvelle lecture. Une piste originale. Les configurations où la gravité est nulle par symétrie, mais où état ou chou reste non nul. Là, la TVS prédit une modification des processus que la physique classique ignore. C'est une signature expérimentale cruciale. Le modèle doit rester falsifiable et prédictif. La formulation la plus solide interprète les différences mesurées comme des modifications des processus physiques induites par le bulk plutôt que comme une modification intrinsèque du temps. En conclusion, le chapitre 7 définit la TVS comme une couche observationnelle reliant les grandeurs réelles aux mesures instrumentales. Une nouvelle fenêtre s'ouvre sur la compréhension de notre réalité physique et de son rythme. Bonjour Denis. Nous abordons aujourd'hui une étape cruciale du grand traité, le chapitre 8. Après avoir exploré l'ontologie du bulk, nous devons traiter sa phénoménologie, c'est-à-dire comment ce milieu influence l'acte de mesurer le réel. Rappelons que la TVS définit le bulk structuré par le champ état, dont découle la disponibilité phi, la résistance du vide chu et la gravité effective. Mais une théorie doit aussi expliquer l'acte de mesure lui-même. La TVS-PVSP, ou théorie du vide structuré et de la perception physique, est cette couche indispensable. Elle explique comment l'état du bulk s'insère entre le phénomène pur et la lecture de nos instruments. Le principe premier est le suivant. La réalité physique n'est pas la mesure observée. Aucune grandeur n'est saisie de manière absolue. Elle est toujours colorée par le prisme de l'instrument et du milieu qu'il occupe. Un instrument n'est jamais un observateur extérieur neutre. C'est un système physique composé de matière et de champ. S'il est plongé dans un bulk structuré, ses propres processus internes sont légèrement modifiés. Suivons la chaîne complète. L'état du bulk impose une résistance chu qui induit une dissipation mu. Cette modification dynamique définit le facteur de réponse effective de l'instrument pour produire le résultat final. Nous formalisons cela par le facteur P-Res-F. Il synthétise l'effet combiné du milieu et de l'appareil. La mesure n'est plus un simple chiffre, c'est en soi un phénomène physique profond, régi par le vide. Le temps mesuré est notre cas d'école le plus frappant. Une horloge ne capture pas le temps intrinsèque invariant, mais mesure un processus périodique qui, lui, est sensible au bulk. Introduisons le facteur θ-TVS. S'il est supérieur à 1, comme un nageur luttant contre un courant dense, le processus paraît ralenti. Le temps mesuré se dilate par rapport au temps réel. La fréquence nue est l'expression de ce rythme. Si le bulk augmente la résistance, la fréquence observée chute. Cela impacte les horloges atomiques comme les résonateurs les plus précis. L'effet Carmen s'invite ici. La vitesse d'un signal dépend de l'état du bulk traversé. Deux trajets géométriquement identiques donneront des temps de vol différents si le vide y est structuré différemment. C'est un enjeu majeur pour les systèmes GNSS, les télécommunications et l'astrophysique. Le trajet du signal intègre les gradients de état, modifiant nos mesures de distance à l'échelle cosmique. Allons plus loin dans la métrologie. L'indice de propagation effectif NTVS n'est pas une constante, mais une fonction directe de état. Cela signifie que la trajectoire même de la lumière est une sonde locale de l'état du bulk. L'énergie mesurée d'un photon change si sa fréquence est modifiée. Mais attention, la TVS ne viole pas la conservation de l'énergie. Elle distingue simplement le potentiel réel de la réponse instrumentale. La gravité elle-même subit cette loi.
Ce que nous mesurons avec un gravimètre n'est pas le GF pur, mais une valeur filtrée par le facteur de réponse PG de l'instrument dans son environnement local. Une règle d'or. Dennis, nous devons impérativement séparer l'effet physique réel du bulk du simple biais instrumental de l'appareil. Sans cette rigueur, la théorie resterait trop flexible. La TVS-PVSP distingue les mesures locales, liées au voisinage de l'instrument, des mesures distantes qui dépendent de tout le trajet parcouru. Cette distinction est le cœur de l'effet Carmen. L'effet Dennis introduit une dimension temporelle. La mémoire du bulk. L'état présent du milieu dépend de son histoire passée, une accumulation de contraintes au sein du fluide spatial. Imaginez une cire qui se fige, ou un sablier dont le débit garde la trace des pressions antérieures. Deux systèmes placés dans un bulk identique pourraient mesurer des résultats différents s'ils ont une histoire différente. L'effet Casilda-Pacheco traite des corrections spectrales. Ce décalage ZTVS peut naître à la source, pendant le voyage dans le bulk ou lors de la détection finale par nos instruments. La PVSP est le domaine de la haute précision. Horloge atomique, gyroscope et gravimètre sont les seuls outils capables de détecter ces variations infimes mais fondamentales du vide structuré. Illustrons cela. Deux horloges identiques dans des régions état A et état B donneront une différence relative de fréquence. C'est une prédiction testable et mathématiquement précise de notre modèle. Plus fascinante encore, au centre d'un cube de masse, la gravité s'annule, mais le bulk y est intensément structuré. Une horloge y subirait une correction temporelle, prouvant que état est indépendant de l'accélération g. Pour être valide, toute prédiction TVS-PVSP doit préciser 6 paramètres: la grandeur, l'état du bulk, le facteur de réponse, la différence attendue, le régime et l'ordre de grandeur. C'est la rigueur de la métrologie TVS. Attention toutefois à l'omnisomie, ce biais cognitif où la doctrine remplace la réalité. Le chercheur doit briser ce mur de verre pour ne pas transformer son propre esprit en une forteresse isolée du réel observable. Nous restons dans une prudence constructive. Toute anomalie n'est pas une preuve. La TVS n'est une science que parce qu'elle définit précisément comment elle pourrait être infirmée par l'expérience. En conclusion, la TVS-PVSP n'est pas une simple correction. C'est le cadre nécessaire pour interpréter toute expérience. Nous avons maintenant les bases pour étudier, au chapitre suivant, le rôle spécifique des instruments et des biais de mesure. Merci, Dennis. Chapitre 9. Instruments, horloges et biais de mesure. Nous explorons aujourd'hui la TVS-PVSP comme couche observationnelle fondamentale, là où la théorie rencontre la réalité tangible de nos mesures. La relation centrale pose une vérité métrologique. Une grandeur observée n'est pas le simple reflet du réel, mais le fruit d'une interaction complexe entre le phénomène étudié et l'outil. Cette interaction est dictée par 5 piliers: le phénomène, l'état local du bulk, les spécificités du dispositif, le canal de propagation des signaux, et enfin la méthode d'interprétation des données. Un instrument n'est jamais extérieur à la réalité. C'est un assemblage physique de matière, de circuits et d'oscillateurs, soumis comme tout autre système à l'état local du bulk. L'instrument possède sa propre résistance S, liée directement au potentiel état. Il ne mesure pas depuis un point neutre, mais à travers sa propre réponse physique filtrée par le milieu. Qu'il s'agisse d'une fréquence d'horloge, d'une variation électrique, d'une interaction lumière-matière ou d'un mouvement de gravimètre, tous dépendent de processus physiques internes influencés par état. La réponse de l'instrument peut être multiple, additive ou multiplicative, linéaire ou non, dépendante du temps, de l'histoire du système ou même du canal de propagation. Le facteur presse IF modifie la grandeur mesurée de manière proportionnelle. Il traduit la sensibilité du capteur aux variations de l'état du vide, souvent modélisé par la forme 1 A état. Le biais BEF introduit un décalage absolu. Cette correction additive peut simuler des anomalies constantes si l'état du bulk n'est pas pris en compte dans le modèle de mesure. Les horloges sont nos instruments les plus profonds. Elles ne captent pas le temps absolu, mais comptent les répétitions d'un phénomène périodique soumis à la physique. Dans la TVS, la durée d'un cycle dépend directement de l'état du bulk. L'horloge révèle la réaction d'un mécanisme à son environnement, faisant du temps mesuré une variable physique locale. Les horloges mécaniques, tributaires du frottement, des ressorts et de la gravité locale, sont naturellement sensibles aux micro-variations de la résistance du bulk. Pour le quartz électronique, la réponse TVS-PVSP se manifeste par une modification de la fréquence d'oscillation influencée par la tension, le bruit et le milieu ambiant. Les horloges atomiques imposent une prudence maximale.
La correction TVS doit y être infime, contrôlée et strictement compatible avec les résultats connus de la physique standard. Une question demeure, le bulk affecte-t-il tous les instruments de façon identique ou existe-t-il une signature de réponse spécifique à chaque architecture technique? Si tout instrument est affecté par le vide, comment définir une référence stable? C'est le défi de la référence absolue, soluble uniquement par la comparaison. On privilégie alors les mesures différentielles. En comparant deux systèmes identiques dans des états de bulk contrastés, on peut enfin isoler l'effet TVS réel. Une anomalie n'est intéressante que si elle suit une loi prévue, dépendant de état, de S ou du gradient de potentiel, révélant une signature structurée. Un véritable effet TVS doit présenter une signature structurée. Il doit dépendre de état, de S ou du gradient de potentiel, selon une loi prévisible et testable. Les horloges en altitude révèlent des rythmes différents. La TVS reformule ce phénomène par une variation du potentiel effectif du milieu, liée à la distance R. Un signal GNSS est influencé à 3 niveaux. L'état du bulk au satellite, l'indice de propagation dans le trajet spatial, et enfin l'état local au récepteur. L'interférométrie, en mesurant les différences de phase, est une piste majeure pour tester l'effet Kármán ou les variations locales de la structure du vide. Le gravimètre mesure indirectement le gradient de état. L'expérience doit distinguer la variation réelle de la pesanteur de la réponse propre du dispositif de mesure. Les plasmas, riches en oscillations collectives et proches de seuils critiques, peuvent agir comme des amplificateurs pour de petites variations dynamiques du milieu. Près d'un seuil, la réponse d'un instrument peut devenir non linéaire. Cette distinction est capitale pour interpréter les anomalies dans les phénomènes extrêmes. L'effet d'Ennis exige de distinguer la mémoire classique de l'instrument de la mémoire intrinsèque du bulk par des protocoles rigoureux d'analyse temporelle. Une expérience crédible repose sur 4 piliers: la prédiction préalable, l'identification des biais, l'inversion de configuration et la multiplicité des capteurs. Nous classons les effets en 5 niveaux, des standards connus aux corrections instrumentales classiques, puis aux corrections TVS faibles liées à état. Les niveaux supérieurs concernent les effets non linéaires près des seuils critiques et enfin les effets de mémoire profonde liés à l'histoire du système. Ce chapitre pose les bases d'une métrologie nouvelle. Le prochain chapitre explorera les canaux physiques, statiques, dynamiques, propagation et mémoire. Chapitre 10. Les canaux physiques de la TVS, PVSP. Nous allons explorer comment structurer les influences du bulk sur la mesure à travers une chaîne de causalité allant du champ état à l'observation. Pourquoi introduire des canaux? Plusieurs phénomènes sont associés au même substrat fondamental, le bulk, mais ils ne relèvent pas tous du même mécanisme. Cette décomposition sert de cadre pour distinguer les différents modes d'action. Par exemple, la gravité dépend du gradient de état, le chu dépend de la valeur locale de état, tandis que la dissipation dépend de mu. Sans cette séparation, le modèle deviendrait rapidement confus. La TVS propose 4 canaux principaux: statique pour la structure, dynamique pour la résistance, propagation pour le trajet et mémoire pour l'historique des contraintes. Chaque canal correspond à un type d'effet précis. Le canal statique décrit l'effet de l'état local du bulk. Il repose principalement sur la valeur du champ état en un point donné, indépendamment de ses variations temporelles rapides. On y définit des grandeurs dérivées comme le potentiel phi et le chu. Ce canal permet de décrire la disponibilité locale du bulk, son niveau de contrainte et la résistance locale du vide. La gravité elle-même dépend de la variation spatiale du canal statique. C'est le gradient de ETA qui engendre la force effective de gravité. La gravité est donc liée à une hétérogénéité locale du bulk. Cette séparation permet d'expliquer pourquoi la TVS distingue l'absence de gravité nette de l'absence de structure du bulk. Dans une configuration symétrique, G est nul, mais le canal statique reste actif. C'est une piste cruciale pour tester la TVS. Chercher une modification de fréquence ou de phase dans une région où le champ gravitationnel s'annule, mais où la valeur locale de état reste élevée. Le canal dynamique décrit les effets liés au mouvement et à l'évolution. Il est associé à mu, la résistance dynamique effective, qui représente une dissipation ou un ralentissement des processus. Ce canal intervient dès que le système possède une vitesse, une oscillation ou une transition. Mu représente l'action du bulk s'opposant au mouvement, une force dynamique résistive proportionnelle à la vitesse. Le facteur θ-TVS dépend directement du canal dynamique. Si mu augmente, le rythme d'un processus physique ralentit.
Le canal dynamique reformule ainsi les différences temporelles comme des différences de processus. Le canal de propagation concerne les signaux, ondes et informations qui se déplacent à travers le bulk. Cela inclut la lumière, les ondes radio, les impulsions laser et les ondes plasma. La propagation dépend de l'état du bulk traversé. On introduit un indice effectif NTVS et une vitesse de propagation effective. Deux trajets de même longueur peuvent ainsi produire des temps différents. L'effet Karman est l'expression principale de ce canal. Il décrit le retard, la dispersion et la perte de cohérence d'un signal traversant un bulk structuré, rendant la reconstruction difficile à grande distance. Le canal mémoire concerne l'historique du bulk. Il repose sur l'idée que le milieu ne réagit pas seulement à l'état instantané, mais conserve une trace, une mémoire des contraintes passées. C'est l'effet Dennis. On introduit un noyau de mémoire K et un temps caractéristique. Une contrainte persistante crée une mémoire qui impose une correction lente mesurable, car le bulk possède une hystérésis propre. Cela explique pourquoi deux systèmes identiques peuvent produire des mesures différentes si leur historique diffère. C'est particulièrement important pour les systèmes astrophysiques et les matériaux avec hystérésis. Le canal mémoire peut être testé par des protocoles différés. En comparant une mesure avant et après le déplacement d'une masse, on observe une relaxation lente. La réponse ne change pas instantanément, révélant la signature temporelle du bulk. Les quatre canaux ne sont pas indépendants. Le canal statique fournit l'état de base, dont dépendent ensuite la dynamique, la propagation et l'évolution passée formant la mémoire. En régime faible, les canaux se séparent, mais près d'un seuil critique, cette séparation devient moins nette. Les phénomènes deviennent non linéaires et les canaux se couplent fortement. La loi de Shuhu sert à organiser ces transitions. Elle définit l'existence de seuils où le système passe d'une résistance faible à une résistance saturée, couplant tous les canaux entre eux. L'antisaturation correspond à un régime extrême où la disponibilité du bulk devient presque nulle. Cette lecture permet d'interpréter les horizons des objets ultra-compacts comme des frontières de régime du bulk. Nous proposons une formulation générale où chaque canal apporte sa correction. Dans une approximation faible, la mesure est la valeur réelle corrigée par la somme de petites contributions epsilon propres à chaque canal. Cette classification a une fonction méthodologique capitale. Elle évite de mélanger les phénomènes et permet de demander, pour chaque effet proposé, de quel canal il relève, rendant le modèle falsifiable. Les canaux physiques constituent une décomposition effective indispensable. Le chapitre suivant développera précisément l'effet Dennis en tant que mémoire du bulk et loi d'évolution lente. Fin du chapitre 10. Cet épisode conclut la première partie des 10 premiers chapitres de la théorie du vide structuré et de la perception physique, actualisée en 2026. Une étape majeure de notre étude est désormais franchie.